Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de 19h30 en direct de Géopolis Télévision. Au sommaire de ce soir. Ouverture ce lundi 3 février de la 31e édition du forum Investing in Africa Mining Indaba à Cape Town en Afrique du Sud. La première ministre Judith Suminwa a pris parole par visioconférence à ce forum alors que la RDC est confrontée par l'agression rwandaise liée à l'exploitation illégale de ses ressources naturelles. Et puis, reprise effective mais hésitante des activités à Kinshasa après les manifestations intenses de la population contre l'insécurité à l'est du pays. Gigi Nende nous fait le constat dans ce journal. Et à l'international, le Nigeria, détenteur de plus grandes réserves de gaz en Afrique, s'engage dans la monétisation du gaz naturel comprimé, une ressource pourtant marginale il y a quelques années. Commençons avec cette information en bref au cours d'un briefing spécial prévu ce lundi 3 février 2025 à 20h30 dans la salle de la presse RTNC1. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemain Chabani et son homologue de la communication et des médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya vont présenter des mesures de sécurité prises pour la capitale. Vous aurez de plus amples détails dans nos prochaines éditions. Et puis, après les manifestations intenses de la population face à l'insécurité à l'est du pays, Kinshasa tente un retour à la normale, mais la reprise des activités reste hésitante entre peur des nouvelles tensions et sentiment d'impuissance face à la situation à Goma. Gigi Nende. Kinshasa se réveille avec prudence après les manifestations de colère qui ont secoué la capitale congolaise. En réaction à la dégradation de la situation sécuritaire à Goma et plus largement à l'est du pays, des milliers de Kinois ont exprimé leur ras-le-bol à travers des protestations qui ont paralysé plusieurs artères de la ville. Ce lundi matin, l'activité économique reprend, mais timidement. Les commerces rouvrent progressivement, la circulation revient à la normale et les transports en commun, un temps perturbé, tentent de retrouver leur cadence habituelle. Cependant, une atmosphère de tension reste perceptible. Beaucoup redoutent de nouvelles mobilisations tant que la situation sécuritaire à Goma demeure critique. Outaki koleka na semaine passée ngo population ebangaki ekangaki parce que toyokaki kelelo pe marche ezali yango bato mosusu babangi na bango kobima bato mosusu babangi kofungula bamagasin na bango mpona kosécuriser biloko na bango. Non mais lelo vraiment moins ça va, moins circulation eza nango malgré tozobima mais tozobanga parce que soye okutelo okimela ouais. Comme vous voyez, les activités sont redevenues normales parce que la semaine passée on n'a pas pu travailler, même moi personnellement j'étais pas venu au bureau. C'est aujourd'hui lundi que je me rends maintenant dans mon bureau et je trouve que les activités ont repris normalement. Transport facile, je suis venu, il n'y avait pas tellement d'emplacement. Moi, je suis venu un peu le matin, il n'y avait pas d'embouteillage et l'engouement, ça va. Dans la capitale, l'appel à une réponse ferme et immédiate du gouvernement reste au cœur des discussions. Pour l'instant, Kinshasa reprend son souffle, mais la tension demeure palpable. Et comment faire face à la montée du péril de la guerre en RDC? Le chef de l'État a appelé les forces vives de la nation à se rassembler. Cet appel est-il pour autant une invitation à la formation d'un gouvernement de l'Union nationale? Certains observateurs craignent que l'appel du chef de l'État mette sous une même bannière des acteurs politiques aux agendas contradictoires et divergents. Patrick Ilunga. La RDC est coutumière des conciliabules et autres dialogues politiques, lequel se solde souvent par la formation de gouvernement d'union nationale. La formule est trivialement connue sous le nom de partage de gâteau. Cependant, cela ne devrait pas être le cas cette fois-ci, car les circonstances ne s'y prêtent pas. C'est du moins l'opinion de Charles Kabouya. L'avocat et penseur a explicité le fond de sa pensée. Cette formule, de mon point de vue, n'est pas très adaptée aux circonstances actuelles. Il ne s'agit pas d'une crise nationale et cette formule a déjà été expérimentée à l'époque du président Kabila avec ce qu'on avait appelé un +4 notamment. Aujourd'hui, il n'est pas question de partage de postes, il est question de revigorer la gouvernance de notre pays, de nous unir
effectivement, il y a peut-être lieu de faire quelques réaménagements du gouvernement. Ça, c'est du ressort du président de la République. Ratisser large, tel est le maître mot, mais comment l'Union sacrée, forte de la quasi-totalité des parlementaires et de l'ensemble des gouverneurs, semble-t-elle chercher à tout prix à rallier l'opposition pourtant minoritaire à la cause nationale? Comment un tel paradoxe est-il possible? Charles Kabouya a son idée. La classe politique congolaise est là d'abord pour ses propres intérêts et non pour l'intérêt de la nation. C'est une tare congolaise, nous ne sommes pas patriotes et c'est vraiment déplorable. Ça nous affaiblit en interne et notre ennemi en profite. C'est pourquoi il y a toujours des Congolais dans ces histoires de rébellions créées de toutes pièces. On le voit encore aujourd'hui, tous ces fantôches qui sont là. Et c'est cet esprit, ce manque de patriotisme, cet esprit de division qui est une grande faiblesse et c'est vraiment déplorable. Et les gens qui sont autour du chef de l'État, qui bénéficient de tous les avantages des fonctions, ainsi de suite, mais qui sont incapables de se montrer à la hauteur de ce qu'on attend d'eux dans un moment pareil où la nation est agressée, la nation est blessée, la nation est en deuil. C'est vraiment déplorable. La dynamique d'un rassemblement à grande échelle est enclenchée. Les prochains jours verront peut-être les adhésions massives autour du président de la République dans l'objectif de faire face à l'ennemi. Et la RDC appelle le Bayern Munich, l'Arsenal et le Paris Saint-Germain à abandonner leur partenariat entaché de sang avec Visit Rwanda. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, demande aux responsables de ces trois clubs de réévaluer la moralité de leurs accords de parrainage avec le Rwanda. Blaise Kuzola. Pendant que les affrontements militaires se poursuivent à l'est de la République démocratique du Congo où l'armée rwandaise et ses pantins du M23 font ravage, le gouvernement de la République démocratique du Congo veut mettre de la pression sur la scène internationale. Il appelle le club de football européen qui sont Arsenal, Paris Saint-Germain et Bayern Munich à pouvoir mettre une croix sur leur partenariat avec la campagne Visit Rwanda mise sur le maillot de ces trois équipes. Un acte que Kinshasa qualifie d'entaché de sang alors que l'armée rwandaise occupe certains territoires du pays. Via une correspondance adressée aux trois équipes, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner, les a appelés à réévaluer la moralité de leurs accords de sponsoring avec le Rwanda. Dans sa lettre adressée à Arsenal Football Club, la ministre des Affaires étrangères a déclaré que la culpabilité du Rwanda dans ces conflits est devenue incontestable après qu'un rapport de l'ONU a révélé la présence des 4000 soldats rwandais actifs en RDC. La lettre pointe également du doigt les sources de provenance et des financements de la campagne Visit Rwanda, suspectée de provenir de l'exploitation illégale de ressources minières en RDC. Selon le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, au moins 150 tonnes de coltan ont été frauduleusement exportées vers le Rwanda, puis mélangées à la production locale avant d'être revendues sur le marché international. La ministre congolaise exhorte ainsi les clubs concernés à enquêter sur une possible réaffectation de ces fonds pour financer leur partenariat. Rappelons que Kinshasa a déjà lancé une procédure contre Apple accusant le géant américain d'utiliser les minerais extraits mis sur le maillot de ces trois équipes. Un acte que Kinshasa qualifie d'entaché de sang alors que l'armée rwandaise occupe certains territoires du pays. Via une correspondance adressée aux trois équipes, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner, les a appelés à réévaluer la moralité de leurs accords de sponsoring avec le Rwanda.
Dans sa lettre adressée à Arsenal Football Club, la ministre des Affaires étrangères a déclaré que la culpabilité du Rwanda dans ces conflits est devenue incontestable après qu'un rapport de l'ONU a révélé la présence des 4000 soldats rwandais actifs en RDC. La lettre pointe également du doigt les sources de provenance et des financements de la campagne Visite Rwanda, suspectée de provenir de l'exploitation illégale de ressources minières en RDC. Selon le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, au moins 150 tonnes de coltan ont été frauduleusement exportées vers le Rwanda, puis mélangées à la production locale avant d'être revendues sur le marché international. La ministre congolaise exhorte ainsi les clubs concernés à enquêter sur une possible réaffectation de ces fonds pour financer leur partenariat. Rappelons que Kinshasa a déjà lancé une procédure contre Apple accusant le géant américain d'utiliser les minerais extraits illégalement en RDC dans ses produits. Et depuis quelques jours, de nombreux utilisateurs ont signalé les problèmes d'accès à leurs comptes sur les plateformes TikTok et X qui sont devenues des sources incontournables d'informations et de divertissements pour certaines personnes interrogées par Géopolis Télévision. Cette décision est bonne, mais elle paralyse celles et ceux qui utilisent ces plateformes de manière responsable. Rosie Chioyo et Eli Kabeya. Depuis quelques jours, de nombreux utilisateurs ont du mal à se connecter à leurs comptes sur les plateformes TikTok et X. Une situation qui tombe au mauvais moment alors que pour la majorité des utilisateurs, celles-ci leur permettent de se vendre pour promouvoir leurs activités. Il y a aussi des gens qui l'utilisent pour sensibiliser la jeunesse parfois. Il y a aussi des gens qui l'utilisent pour la marketing peut-être de leurs produits et tout. Et ces gens, en ces moments, ils ne savent plus comment fonctionner parce que TikTok ne fonctionne pas. Dans le contexte actuel, l'utilisation de ces plateformes sont devenues des lieux où sont produites de nombreuses dépravations de mœurs. Si ces plateformes sont verrouillées à cause de ces raisons, ce n'est pour une cause juste, c'est exprimé un utilisateur de TikTok. Il y avait trop d'abus au niveau de TikTok. Si c'est un problème au niveau technique, tant mieux. Mais si c'est le gouvernement qui a bloqué ça, soi-même. Les plateformes sont avantageuses quand elles sont utilisées pour de bonnes causes, mais aussi désavantageuses quand c'est le contraire. Il faut juste en faire bon usage. Une autre brève dans ce journal, la SADC et la communauté d'Afrique de l'Est se rencontreront dans un sommet conjoint consacré à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo vendredi prochain. Selon un communiqué de la présidence kenyane, la rencontre aura lieu en Tanzanie. La présidente tanzanienne Samia Suluhu a affirmé que le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont confirmé leur participation à cette réunion. Et le ministre sud-africain des Mines, Gwede Mantashe, a procédé ce lundi 3 février à l'ouverture de la 31e édition de Mining Indaba sous le thème « Préparer l'industrie minière africaine pour l'avenir aujourd'hui ». Prenant la parole à cette session d'ouverture, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a dénoncé avec force l'inaction de la communauté internationale face à l'exploitation minière illégale et l'agression du Rwanda. Et la première ministre Judith Suminwa a pris la parole par visioconférence ce lundi lors de l'ouverture de la 31e édition du forum Investing in Africa Mining Indaba organisé à Cape Town en Afrique du Sud. Cet événement réunit des chefs d'État et de gouvernement, des entreprises internationales du secteur minier ainsi que des organisations de la société civile. Il se déroule dans un contexte particulier marqué par l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda en lien avec l'exploitation illégale des ressources minières congolaises. Maryse Moleli. Où je m'adresse à vous. Les cris de détresse résonnent à travers mon pays, portés par une douleur indicible. La République démocratique du Congo, notre patrie, est de nouveau frappée par une guerre inhumaine et lâche, orchestrée par la barbarie du régime rwandais actuel. Cette guerre, alimentée par des intérêts étrangers, a dévasté des milliers de victimes innocentes, laissant derrière elles une traînée de souffrance et de désespoir parmi nos populations. Cette 31e édition du Forum Indaba Mining se tient dans un contexte particulier pour mon pays, dans la mesure
où elle démontre la pertinence de l'engagement pris par son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à rechercher la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Il en est de même de la lutte contre le pillage des ressources minérales à l'est de mon pays. En lien avec l'objectif de ces assises, il est essentiel de souligner que la République démocratique du Congo, grâce à sa position géographique privilégiée au cœur de l'Afrique et à ses ressources naturelles uniques, occupe une place géostratégique qui incarne une véritable espérance pour la planète entière. Non seulement cette position est cruciale pour la transition énergétique mondiale, mais elle est également déterminante pour la protection de l'environnement. Le pays aspire ainsi légitimement à contribuer à une transition énergétique juste, en s'appuyant sur ses abondantes ressources en minerais stratégiques. Nous avons entre nos mains l'opportunité unique d'écrire une nouvelle page de l'histoire minière africaine, où nos ressources naturelles seront les vecteurs du développement humain pour un avenir continental plus radieux. Mon pays est prêt à relever ce défi avec une ambition renouvelée de faire de son secteur minier le levier du développement socio-économique de l'Afrique entière. Place à présent à la page internationale. Premier producteur africain de pétrole brut, le Nigeria détient aussi les plus grandes réserves de gaz du continent. Bien que jugé sous-exploité, ce potentiel présente des opportunités, notamment dans le gaz naturel comprimé. Ces dernières années, le pays s'est engagé dans la monétisation de cette ressource, pourtant marginale au départ. Le Nigeria a attiré 700 millions de dollars d'investissement en 2024 dans la monétisation du gaz naturel comprimé, combustible obtenu par compression à haute pression du gaz naturel et servant notamment de carburant aux véhicules. La suppression de la subvention de carburant et ses effets haussiers sur le coût du transport représentent l'un des facteurs phares impulsant cette dynamique. Des exonérations fiscales pour les entreprises investissant dans les technologies liées au gaz naturel y ont également contribué. À ceci s'ajoute la décision prise en septembre 2024 de fixer le prix du litre pour les véhicules à 230 naira, environ 0,14 $, offrant ainsi une alternative jugée à la fois plus abordable et écologique que l'essence habituelle. Parallèlement, les autorités se sont engagées dans un projet visant à convertir plus de 1 million de véhicules au GNC d'ici 2027. Un ambitieux projet qui suscite l'engouement de plusieurs acteurs, aux bien locaux qu'internationaux. C'est le cas de la Nigerian National Petroleum Corporation qui s'est associée à sa compatriote. Dans le même sillage, le gouvernement nigérien a franchi le mardi 28 janvier une nouvelle étape dans cette dynamique en attribuant 10 licences de distribution de gaz à 6 entreprises majeures. En mars 2024, les autorités nigérianes avaient déclaré rechercher un financement de 2,5 milliards de dollars pour mettre en œuvre le projet de conversion de véhicules subventionnés. La démarche s'inscrit par ailleurs dans une dynamique de transition énergétique. Avec l'augmentation attendue du nombre de véhicules au GNC et des stations de ravitaillement, ces combustibles se positionnent pour devenir une alternative courante aux carburants traditionnels. La Turquie a progressivement renforcé ses liens économiques avec le continent depuis 2003 en utilisant plusieurs canaux, dont l'ouverture des représentations diplomatiques, les accords de coopération sécuritaire et les outils de soft power comme les organisations religieuses ou humanitaires. La valeur des exportations turques vers le pays africain s'est établie à 19,4 milliards de dollars en 2024, enregistrant ainsi une hausse de 1,7% par rapport à 2023. Le continent a absorbé 7,4% du total des exportations de la Turquie durant l'année écoulée, grâce notamment à la forte demande émanant de pays d'Afrique du Nord. Avec 3,5 milliards de dollars en 2024, l'Égypte est devenue la première destination des exportations turques vers l'Afrique. 2 autres pays d'Afrique du Nord figurent dans le top 3 des destinations africaines des exportations du pays
émergents du Moyen-Orient, le Maroc, 3,1 milliards de dollars et la Libye, 2,5 milliards de dollars. Outre l'Égypte, les exportations turques ont connu de fortes augmentations vers d'autres pays africains comme le Ghana, plus de 49,6% comparativement à 2023, le Nigeria, plus de 9,1%, la Libye, plus de 8,4% et le Maroc, plus de 6,9%. La ventilation sectorielle des exportations turques vers l'Afrique durant l'année écoulée montre que les secteurs de produits chimiques tiennent le haut du pavé avec 3,1 milliards de dollars devant ceux de céréales, légumineuses, oléagineux et leurs dérivés, de l'acier, de l'industrie automobile et de produits électriques et électroniques. Les échanges commerciaux bilatéraux sont passés de 3 milliards de dollars en 2023 à près de 41 milliards de dollars en 2022, alors que les entreprises turques ont réalisé 1977 projets d'infrastructure d'une valeur cumulée de 91,6 milliards de dollars en Afrique à la mi-novembre 2024. La Turquie a utilisé plusieurs canaux pour accroître sa présence et son influence en Afrique, dans le renforcement de ce lien diplomatique et la tenue de plusieurs sommets dédiés à la coopération bilatérale. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Rachel Misenga. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Nous débutons avec Géopolis Hebdo qui revient sur le bilan du carnage à Goma. Les gouvernements de la République démocratique du Congo a annoncé un bilan humain de 773 morts après 4 jours de violence orchestrés par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 lors de leur offensive sur la ville. Cette tragédie a aussi fait 2880 blessés. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, et Samuel Roger Kamba-Moulamba, ministre de la Santé, ont souligné l'aggravation de la crise sanitaire dans la région avec des hôpitaux saturés et des corps entassés dans le morgue. Une campagne des collectes de sang a été lancée pour aider les blessés. Pour faire face à cette crise, le président Félix Tshisekedi a appelé au renforcement de forces de la SADC lors d'un sommet extraordinaire, rapporte l'ACP. La RDC plaide pour les retraits de troupes rwandaises et la mise en place d'un plan de contingence. Lors de ces sommets, les conséquences de l'invasion rwandaise, notamment les violations de droits humains et le massacre, ont été abordés. Un sommet conjoint SADC et EAC a été proposé pour trouver une solution à la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Sur un autre sujet, Africa News rapporte l'arrestation de Gisèle Boussima, accusée d'espionnage pour le Rwanda. Après l'arrestation d'un proche de Corneille Nangaa, des informations ont été recueillies sur Madame Boussima, notamment ses liens avec Nangaa, actuel coordonnateur du M23. Bien que relâchée, après de pressions américaines, l'affaire soulève des questions sur les motivations politiques. Enfin, tempête des tropiques fait état de nouveaux cas suspects des fièvres hémorragiques Ebola dans la province de l'Équateur avec 12 cas signalés, dont 8 décès entre le 10 et le 22 janvier 2025. Les populations autochtones semblent particulièrement touchées. Fin de la revue de presse. Bonsoir chez vous. C'est ainsi que prend fin ce journal. Place au rappel des titres. Ouverture ce lundi 3 février de la 31e édition du forum Investing in Africa Mining Indaba à Cape Town en Afrique du Sud. La première ministre Judith Suminwa a pris parole par visioconférence à ce forum alors que la RDC est confrontée par l'agression rwandaise liée à l'exploitation illégale de ses ressources naturelles. Et puis reprise effective mais hésitante des activités à Kinshasa après les manifestations intenses de la population contre la sécurité à l'est du pays. Gigi Nende nous a fait le constat dans ce journal. Et à l'international, le Nigeria, détenteur des plus grandes réserves de gaz en Afrique, s'engage dans la monétisation du gaz naturel comprimé, une ressource pourtant marginale il y a quelques années.
Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. On se retrouve à 23h, à 2h et demain à 7h pour plus d'actualités. Au revoir.